tout le monde, c'est encore Godelieve de Coninck. Je suis toujours très contente d'être capable de vous faire la lecture. J'espère que vous l'appréciez. On attend toujours vos suggestions, à savoir s'il y a des choses que vous aimeriez entendre plus que d'autres. Là, j'ai encore plusieurs lectures différentes pour garder votre intérêt. Je pense que ça devrait être amusant de passer cette période-là. Alors, ma première lecture, avant, vous savez, on parle beaucoup d'immigrants et tout ça. D'ailleurs, moi, mes parents sont des immigrants. Ils sont venus au Québec en 1933. Alors, on a dû s'adapter comme il faut le faire quand on arrive. Alors, c'est juste une petite histoire de Français qui débarquent à Québec. Alors, ça s'intitule « Le premier souper au Québec ». Fraîchement débarqué de France, j'emménage dans ma nouvelle maison à Saint-Jean-de-Matha et pour faire connaissance avec mes nouveaux voisins, Joanne et Jean-Claude, ainsi que leurs 3 enfants, je les invite à souper. Je prépare un très bon plat, considérant ce repas comme un rituel de passage. S'ils aiment ma cuisine, ils m'aimeront aussi. Chacun se sert et j'observe mes convives, soucieuse de savoir s'ils apprécient. Après quelques bons coups de fourchette, je pose la question à Jean-Claude et celui-ci me lance bien fort, c'est écœurant. Le reste de la famille acquiescent. Ah, c'est tout ce que je suis capable de répondre, la mine déconfite, car en France, cela signifie c'est à vomir. Les pensées défilent alors dans ma tête. Les Québécois sont des gens extrêmement francs. Quand ils n'aiment pas, ils te le disent. Et mes voisins ont le droit de ne pas aimer ma cuisine. Pourtant, je reste perplexe devant leur acharnement à finir le plat. Ils sont très francs, mais également très polis. Puis, observant leurs mines ravies et leurs assiettes vides, je n'y comprends plus rien. Et je leur demande franchement, « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par cet écœurant? C'est très bon, c'est à capoter. Bienvenue au Québec. » Comme deuxième lecture, j'ai encore une fois un texte qui était une chronique de Mylène Moisan. Je vous ai dit que j'aimais bien cette dame parce que ce que j'aime surtout d'elle, c'est que c'est toujours l'histoire ou oui, c'est ça, des histoires de gens ordinaires. Et puis, je trouve tellement que souvent, on oublie que les gens ordinaires sont extraordinaires dans leur vécu. Alors, j'y vais. Le titre, c'est « Le conte des 1001 vies ». Natacha, est-ce que tu voudrais écrire mon histoire un jour? Bien sûr, grand-papa. Lionel Veilleux a posé la question il y a longtemps à sa petite fille. Elle a accepté sans trop penser à quand ce « un jour » arriverait. Quand j'étais jeune, il me disait « Tu vas écrire ma vie ». Il savait que j'écrivais. Lui, il écrivait des tranches de vie sur des bouts de papier. Il me racontait ses anecdotes autour du feu. Il est né en 1927. Il en a des tonnes. Le « un jour » est venu il y a 11 ans. J'ai eu une conversation avec mon grand-père. On est très proches, lui et moi. Il me disait qu'il n'avait plus le goût de continuer, qu'il trouvait qu'il avait assez vécu. Je n'avais pas encore d'enfant et je voulais qu'il le connaisse. Je lui ai dit, je vais l'écrire ton livre. Natacha avait une idée derrière la tête. Elle allait écrire le livre le plus lentement possible, un chapitre à la fois. Elle le ferait lire à ses grands-parents au fur et à mesure pour qu'ils le commentent, pour qu'ils replongent dans leurs souvenirs. Je leur ai donné le premier chapitre à leur 60e anniversaire de mariage. C'était l'histoire de la demande officielle de Lionel à Simone. Natacha écrivait à partir des anecdotes racontées par Lionel autour du feu et des tranches de vie qu'il a écrites, des histoires griffonnées sans ordre chronologique. C'était sa matière première, brute. Elle racontait l'histoire de toute la famille, pas seulement celle de Lionel et Simone. C'est devenu un rituel à chaque anniversaire, chaque Noël. Je leur donnais un chapitre, ils prenaient le temps de le lire. Et le plus important, ils attendaient le prochain. Pendant tout ce temps-là, il a le goût de vivre. C'est pour ça que je voulais écrire lentement, pour que ça dure le plus longtemps possible.
Un instant, j'avais une feuille de coller. Excusez-moi. Ça m'a fait penser à Scheherazade et ses contes de mille et une nuits dans lesquels elle tient en haleine chaque jour le vizir qui finit par lui laisser la vie sauve. Et puis un jour, je suis tombée enceinte. C'était avant qu'il ait une grosse opération. Il a appris que j'étais enceinte. Juste avant de rentrer dans la salle d'opération, il leur a dit « Je dois me réveiller, j'ai un arrière-petit-enfant qui s'en vient. » Il s'est réveillé. Son arrière-petit-fils a 6 ans aujourd'hui. Natacha a continué à écrire la saga familiale, un chapitre à la fois. Le premier tome se passe en Beauce entre 1937 et 1958. Le titre est « Sur le pont », parce que Simone et Lionel devaient se voir sur le pont. Je voyais en Beauceville-Ouest à Beauceville-Est, on ne se mariait pas habituellement d'un côté à l'autre de la rivière. Elle a écrit pendant 9 ans, couchant sur papier la vie de sa famille, toute une époque aussi, avec comme trame de fond l'histoire d'amour entre mon grand-père, un étudiant de l'École normale de Québec, et ma grand-mère, une opératrice, m'avait d'abord raconté Natacha par courriel. Il y a 2 ou 3 ans, elle a remis le premier manuscrit à ses grands-parents, imprimé sur 500 pages boudinées. Elle avait tenu sa promesse. Quand la pandémie est arrivée, Natacha trouvait ça déprimant sur les réseaux sociaux. Elle a eu l'idée de publier en ligne un chapitre de son roman par jour. Et chaque jour, elle faisait un lien entre notre époque et celle d'avant. J'essayais toujours de trouver quelque chose. Par exemple, pour les mariages annulés, j'ai raconté comment ça se passait. Les fréquentations dans le temps, c'était vraiment différent. Quand les championnats canadiens de boxe ont été annulés, elle a raconté comment l'oncle Hervé s'entraînait avec des chaudières remplies de ciment. Comment ça se passait? Oui, c'est ça. Elle a raconté la quarantaine de 26 jours à l'hôpital de Lionel quand il était enfant, la scarlatine. Elle s'était dit qu'elle le ferait jusqu'à la fête de son grand-père le 29 avril. Elle a continué finalement jusqu'à hier pour la fête de son père. Le chapitre commence par la mort du premier enfant de Simone et Lionel, puis raconte la naissance de leur deuxième, un garçon de presque 8 livres, le père de Natacha. Natacha a raconté comment ils ont choisi son prénom, les parents n'étant pas encore arrivés à s'entendre là-dessus. Simone aimait le prénom Yvan, Lionel penchait plutôt pour Denis, comme l'un de ses étudiants modèles. Il s'appelle Yvan Denis Veilleux, trancha Lionel. On s'inquiétait qu'un prénom composé fasse jaser. Depuis qu'elle a remis son premier manuscrit à ses grands-parents, Natacha a retravaillé l'histoire. Elle y a ajouté sa belle famille, une histoire qui prend racine au Cambodge, un récit de métissage et de chemins qui se croisent. C'est cette nouvelle version qu'elle a mise en ligne. Elle rêve maintenant que son grand-père puisse tenir entre ses mains le vrai roman publié, mais elle sent que le temps passe vite. Il a 93 ans. Dans ces pages, il y aura aussi sa vie à lui, la vie de son grand amour, de tous ceux qui ont fait partie de la leur et celle de Natacha entre la Beauce et l'Asie. C'est vraiment un conte de 1001 vies. Est-ce que vous avez aimé ça? Finalement, on devrait peut-être tous écrire un peu notre histoire parce qu'on a tous des choses à dire. Comme troisième lecture, c'est ce qu'on appelle une allégorie. Une allégorie, c'est comme une petite histoire qui peut nous sembler abstraite ou qui ne nous concerne pas, mais qui derrière a un message à nous passer. Alors, ça s'appelle l'allégorie de la grenouille. Leçon de vie. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver au haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les encourager. Et la course commença. En fait, les gens ne croyaient pas possible que les grenouilles atteignent la cime. Et toutes les phrases que l'on entendit furent « impossible, elles n'y arriveront jamais ». Les grenouilles commencèrent peu à peu à se décourager. Toutes sauf une qui continua à grimper. Et les gens continuèrent « vraiment pas la peine, elles n'y arriveront jamais ». Et les grenouilles s'avouaient vaincues.
sauf une qui continuait de grimper envers et contre tout. À la fin, toutes abandonnèrent, sauf cette grenouille qui, seule et au prix d'un énorme effort, atteignit la cime. Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle y était arrivée. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait réussi l'épreuve. Et elle découvrit qu'elle était sourde. N'écoutez donc pas les personnes qui ont l'habitude d'être négatives, car elles volent les meilleurs espoirs de votre cœur. Rappelez-vous du pouvoir qu'ont les mots que vous entendez ou que vous lisez. Soyez toujours positif. En conclusion, soyez toujours sourd quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. C'est bien, hein, je pense? Je pense que c'est encourageant. Le prochain texte s'intitule La vengeance des marsouins. Pour vous rappeler, je ne sais pas si vous connaissez les animaux de la mer, là, mais les marsouins, c'est ce qu'on appelle maintenant les belugas. Et quand j'étais jeune, Félix-Antoine Savard, qui avait écrit Menot Maître Draveur, c'était le curé de Clermont, il nous prêtait son camp de... C'était pas un camp de pêche, c'était vraiment un camp dans le fin fond des bois. Là. On n'avait pas l'eau, pas d'électricité, rien. Mais ce qu'il y avait, ça s'appelait la baie des Rochers. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on était au bord du fleuve, évidemment, et on voyait les bandes de marsouins qui se promenaient là. À cette époque-là, ils étaient beaucoup plus nombreux que maintenant. Maintenant, on va les voir, puis on est chanceux quand on en voit. Des fois, on n'en voit même pas. Mais c'est un beau souvenir pour moi. Alors, je commence la légende. La vengeance des marsouins. La rivière Ouelle est située en amont de Kamouraska, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Elle serpente dans les terres vallonnées comme l'intestin d'un ruminant. Le village de Rivière-Ouelle, une seigneurie fondée en 1672, s'appelait jadis la Bouteillerie, du nom du seigneur qui s'y installa à cette époque. Les deux familles qui y habitaient, les Marsouins et les Caplans, vivaient presque exclusivement de la pêche. Peu à peu, on défricha la terre et les agriculteurs se joignirent aux pêcheurs. Depuis des décennies, la famille Marsouin bénéficiait d'un droit exclusif de pêche à la baleine blanche, juste au large de la pointe aux Orignaux. Cette pratique jalousement défendue avait suscité beaucoup d'animosité chez les autres habitants de la région, d'autant plus qu'elle avait rendu les Marsouins riches comme Crésus. La baleine blanche, qu'on appelle aussi marsouin, un mot scandinave qui veut dire cochon de mer, ou beluga, qui en russe signifie blanchâtre, est reconnaissable à la grosse bosse qui lui sert de front et à sa bouche qui semble sourire. On la chassait à l'aide de harpons et les expéditions tournaient souvent en massacres sanglants. Or, une année, les marsouins avaient capturé une centaine de baleines. La pêche avait été miraculeuse et la famille décida d'inviter la parenté, les amis des paroisses voisines pour fêter la Saint-Jean-Baptiste au bord du fleuve. Dès 6 heures du soir, ce 24 juin, des barques pleines de joyeux fêteurs arrivèrent sur la plage. De grands feux de bois illuminaient la plage et le vin coulait au même rythme endiablé que celui des violoneux qui menaient les danses. Toute la nuit, on alimenta le feu. Toute la nuit, on but et on mangea. Les vieux se racontaient des histoires fabuleuses de leur jeunesse et les jeunes n'avaient Dieu que pour les belles qui s'étaient parées de leurs plus beaux atours. Personne ne se préoccupait des cadavres des baleines gisant sur la plage. Peu avant l'aube, les violoneux n'arrivèrent plus à aligner les accords et les notes étaient fausses. Ce n'était ni la fatigue, ni le vin qui en était la cause, car ces vétérans musiciens pouvaient jouer même en dormant. Peu à peu, les danseurs, même les plus jeunes, sentirent leurs jambes s'alourdir et s'ankyloser, eux qui pourtant pouvaient tournoyer pendant des jours. Les musiciens, incapables de diriger leurs archets et de paisser les cordes, déposèrent leurs violons. Les danses cessèrent et les voix se turent. Tous les regards se tournèrent alors vers le ciel. Là, dans la semi-obscurité du crépuscule, des nuages noirs se formaient et s'étiraient,
comme si un peintre furieux avait barbouillé le firmament à grands coups de pinceau. Les nuages commencèrent à prendre les formes de mains géantes, s'avançant dans le groupe sur la plage, telle une menace divine. Les mains flottaient maintenant au-dessus du groupe. En proie au désarroi le plus total, tous s'élancèrent vers les bacs et ramèrent vigoureusement pour se soustraire à ces mains qui allaient se refermer sur eux. Les mains infernales s'abattirent sur les petits bateaux. Les barques gitaient et tanguaient tellement que pour échapper à un naufrage certain, leurs occupants durent retourner sur la plage. Aussitôt atterris, chacun se précipita vers les maisons les plus proches de la grève. Onésime Marsouin était âgé et incapable de courir. Alors que tous les autres s'étaient réfugiés sur la colline, le vieil homme restait derrière. Ce qu'il vit, juste avant de se cacher dans une remise, défie l'imagination. Au large, les mains géantes sculptèrent une montagne d'eau qu'elles poussèrent ensuite vers le rivage. La vague déferla avec fracas et recouvrit la plage entière où gisaient les restes sanguinolents des baleines tuées. Elle renversa toutes les embarcations et éparpilla leurs rames dans la mer. Les carcasses furent englouties, puis refirent surface comme ressuscitées. Dans un tourbillon d'eau et d'écume, Onésime aperçut les yeux enflammés de centaines de baleines blanches. De ce nuage diabolique, il vit surgir des centaines de baleines chevauchées par des créatures bizarres qui faisaient claquer des fouets. Les montures et leurs cavaliers montèrent dans le tumulte des eaux et disparurent à l'horizon. Aussitôt, la mer se calma et effaça toutes les rides de sa surface. Les nuages noirs se dissipèrent rapidement, faisant place à un ciel rosé où seule Vénus brillait au-dessus de l'horizon. La vague avait balayé tous les signes de la fête. Disparu le feu, les tables, les barques, les bouteilles, les violons et les carcasses de baleines. Timidement, les gens sortirent de leur refuge en se demandant ce que les Marsouins avaient bien pu faire pour déclencher une telle colère du ciel et de la terre. Malgré cet épisode de vengeance fantastique que seul Onésime Marsouin avait contemplé, la pêche reprit peu à peu et le massacre des baleines blanches se poursuivit jusqu'en 1970. J'aimerais ça vous montrer, j'ai essayé de vous montrer l'illustration qui va avec cette légende-là. Dans ce livre-là, les illustrations sont toujours très belles. Alors, j'espère que vous la voyez, les mains là, qui sont au-dessus des bateaux qui revolent un peu partout. Alors, c'est une histoire. C'est évident que maintenant, on n'a plus le droit de chasser les baleines, mais ça nous montre quand même qu'on a fait pas mal de massacres auparavant, sans savoir que c'était mal, évidemment. Alors, c'est tout pour cette histoire-ci. Comme dernière lecture, vous allez peut-être me trouver drôle, mais c'est une idée que je suis tombée sur ce texte-là, ça venait de la presse, puis je me suis dit, ah ben tiens, finalement, c'est intéressant. Ça s'appelle « Rage de macaroni au fromage ». Je pense bien que plusieurs d'entre nous, on a déjà mangé du craft dinner. D'ailleurs, moi, j'aime encore ça, là. C'est quand même un repas comfort, comme on appelle, là, qui réconforte surtout en hiver ou par des journées froides, là, comme en ce début de juin. Alors, ça s'appelle, c'est comme je vous dis, Rage de macaroni au fromage. Qui a inventé le macaroni au fromage? Les Américains? Les Suisses? Les Italiens? Aussi bien demander qui fut la première personne à traire une vache et à cultiver le blé. Chose certaine, de nos jours, le mac and cheese est indissociable de la cuisine nord-américaine. Au nouveau palais de l'avenue Bernard, ça grouille d'enfants les soirs de semaine. Du macaroni au fromage, la cuisine en prépare chaudron sur chaudron pour nourrir toutes ces petites et grandes bouches qui apprécient la simplicité bien crémeuse de la recette. Ici, pas d'ajout funky, pas de fromage gratiné, que des nouilles et une sauce toute en douceur. Dans les Alpes suisses, on peut manger le Appler-Magronen, macaroni du berger ou macaroni à la montagnarde, au gruyère,
servi avec des oignons caramélisés et de la compote de pommes. On y trouve aussi parfois des lardons et des pommes de terre. En Italie, les plats contenant pâtes et fromage abondent, que ce soit le classique capriccio et pepe, la riche sauce aux 4 fromages, le spaghetti carbonara. Les historiens culinaires s'entendent sur une chose. Ce n'est nul autre que Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, qui est responsable d'avoir répandu l'amour de la pâte coudée en territoire nord-américain. Ambassadeur en France de 1785 à 1789, ce foodie avant l'heure s'était épris de plusieurs traditions culinaires d'Europe. À son retour en terre américaine, Thomas Jefferson aurait fait venir une presse pour faire des macaronis eux-mêmes originaires de la région qui est aujourd'hui le canton du Tessin en Suisse italienne. On a dit qu'il a servi du macaroni au fromage au cours d'un repas d'État en 1802. Une première recette américaine de ce plat a été incluse dans le livre de Mary Randolph de Virginia Housewife en 1824. Elle contenait 3 ingrédients, macaroni, fromage et beurre. C'est à la sortie du Kraft Dinner en 1937, mais j'étais même pas née, que le macaroni au fromage est devenu de vrai classique américain et canadien. De ce côté-ci de la frontière, on mangerait 55% de plus de dîner Kraft, 3,2 boîtes par année par habitant, que nos voisins du Sud. Saviez-vous qu'environ 106 millions de sachets de fromage en poudre et de portions de nouilles sont produits ici même, dans l'usine Kraft Heinz de Mont-Royal? Ce n'est pas James Lewis Kraft qui a inventé le dîner Kraft, mais un de ses vendeurs dans la ville de Saint-Louis, au Missouri. Celui-ci a eu la brillante idée d'attacher un paquet de fromage transformé et une boîte de pâtes avec un élastique et de convaincre ses clients de vendre les 2 articles ensemble. Le monde était plongé en pleine crise économique des années 30. Une boîte de KD pouvait nourrir une famille de 4 pour environ 19 sous US et se conservait au garde-manger pendant 10 mois à une époque où bien des foyers ne possédaient pas encore de réfrigérateur. Fait intéressant que l'on apprend dans un article du magazine The Walrus, publié en 2012. Les chimistes ont tout fait pour que le goût du dîner Kraft reste le même depuis 75 ans, mais sa composition a néanmoins changé radicalement. Les premières sauces ne contenaient que du fromage et des sels émulsifiants. Le besoin de produire une denrée au plus faible coût possible a forcé l'industrie à développer des succédanés. Sous le couvert de l'anonymat, un scientifique a estimé à environ 29% la quantité de fromage contenu dans la pochette. Le reste, beaucoup de petits laits, du sel, des arômes et de l'amidon, etc. En 1912, au cours d'une présentation au festival Omnivore, la chef Gita Seaton avait confié le secret de sa fameuse sauce au cheddar, dont elle produisait environ 18 litres par semaine au Nouveau Palais. C'était le Velveeta, le secret. Un émulsifiant incroyable, même en toute petite quantité, nous a récemment confié celle qui est aujourd'hui directrice de la section aliments et boissons au Crew Collective. Après, pour une cuillerée de cette tartinade Kraft industrielle, il y a des tasses et des tasses de vrai cheddar, de vrai mozzarella, de lait et de crème. 7 ans après cette présentation, le macaroni du Nouveau Palais est toujours aussi populaire et on vous le confirme, toujours aussi délicieuse, avec sa sauce ultra crémeuse et ses nouilles al dente. Le macaroni du Nouveau Palais est un hommage au KD. Mon intention était de créer un macaroni au fromage vraiment savoureux. Et ça ne me gênait pas de faire usage d'un produit commercial comme le Velveeta, raconte la chef qui a remisé ses casseroles, mais dont la recette continue de faire plaisir aux petits et grands du restaurant de l'avenue Bernard et de sa 2e adresse, avenue Papineau. Ça, c'est à Montréal. Alors, je ne sais pas si ça va vous donner faim, vous autres, ou envie de manger du macaroni, mais moi, je trouve que c'est une belle publicité.
J'ai ici un petit livre, je le garde depuis très longtemps. C'est de Félix Leclerc, ça s'appelle « Chansons pour tes yeux ». C'est rempli de pensées, de poèmes, de petites histoires. Il y a toujours quelque chose à réfléchir, évidemment, avec M. Leclerc, on ne s'en sort pas. Alors, ça se lit ainsi. « J'aime bien ma vie de nuage, dit le nuage. Elle est variée. Je charrie le tonnerre. Je me fais abat-jour aux dentelles, aux monstres, aux coussins, aux écrans, aux brumes. Descendre sur terre, mouiller les barques et les fleurs m'amuse beaucoup. Mais ce que j'aime le plus, c'est me faire filet au-dessous des étoiles pour que les petits princes qui tomberaient, trois points de suspension. » Évidemment, ça doit faire référence au livre Le Petit Prince, là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les lectures. N'oubliez pas de nous envoyer des suggestions, ça peut nous aider beaucoup. À la prochaine!